Restez avec nous pour recevoir mes invités et vous revenez tout de suite après ces messages. Celles qui le rendent fondamentalement différent de ses lointains ancêtres, les animaux primitifs. Cette semaine, un examen général de notre corps, ce grand virtuose, depuis plus de 25 ans. Un musicien accompli, un virtuose et pédagogue, un homme simple et admiré. Lundi 20h, l'univers de Raymond Daveluy. La période des chaudes aubaines d'hiver bat son plein chez votre concessionnaire Toyota. Négociez-vous des économies surprenantes à l'achat d'une Corolla à traction avant, d'une camionnette, d'une Celica, d'une 4Runner ou même, devinez quoi, d'une fourgonnette. Profitez des primes d'encouragement du fabricant au concessionnaire pour vous négocier une de ces Toyota toutes neuves à un fameux de bon prix. Si aucune Toyota n'est apparue dans votre salon, allez voir les aubaines de votre concessionnaire. C'est quoi ce trou-là? Eh bien, il y a très longtemps, il y a un géant affamé qui passait par ici. Il pensait que c'était un gros pain. Il en a mangé un morceau. Il n'y avait pas notre bonne Leptune poulet et nouilles, lui, hein? Ah, avec toutes ces nouilles en plus, ça y aurait calmé son appétit de géant. Plus nourrissante et savoureuse que jamais, la Lipton poulet et nouilles a 33% plus de nouilles. Belle milliard de tempêtes de nouilles. Rien, rien, rien. Y a rien comme un Lipton. Voilà! Curieux, ce trèfle à 4 feuilles sur la boîte du thon le plus vendu au Canada. Curieux car l'excellente qualité des produits Cloverleaf et leur valeur alimentaire exceptionnelle n'ont rien à voir avec la chance. Et le bon goût du thon pâle n'est pas un coup de chance non plus. Si qualité, valeur et bon goût ont toujours compté pour vous, il y a des chances que vous serviez déjà les produits Cloverleaf. Mais souvenez-vous, ça n'a rien à voir avec la chance. Cloverleaf. Certains spécialistes ont aussi 1000 autres talents. D'autres se contentent d'exceller dans leur spécialité. Encore cette semaine, le sujet du souper chez Mme Bertrand a un rapport avec l'histoire d'amour que vous venez de voir. Et ça s'appelle « Mariés et homosexuels ». Alors, on a 5 hommes à la table de Mme Bertrand pour témoigner de ça, si vous voulez. Alors, nous avons Jacques Beausoleil, André Dessureau, Pierre Grenier, Même réaction dans tous les Guibert Fortin, c'est toujours et l'affaire pourquoi Alain, tu nous aimes pas. excusez-moi là, Leblanc. Leblanc. Oh! Alors, on a tous ces gens-là. Puis j'ai c'est troublé. Violette est troublée. Violette est troublée. Mais c'est très gênant pour moi d'écrire, étant une femme, n'étant pas homosexuelle, d'écrire, de me mettre dans la peau d'un homosexuel qui vit cette relation-là. Est-ce que j'ai peur de vous demander votre avis? Je vous demande pas de me juger mon style, là, mais est-ce que c'est près de la réalité, Pierre? Tout à fait, Jeannette. Moi, je me suis presque entièrement reconnu dans la dramatique. Fils unique, le comédien s'appelle Pierre. Tu t'appelles Pierre. Et je m'appelle Pierre. C'est un hasard. C'est un hasard. Hasard fait je bien vais te dire des un choses. secret. Moi, comme j'écris beaucoup, je mets toujours des prénoms très courts. Je trouve ça moins long à écrire. Alors, tu sais, les Jean-Pierre, puis les grands noms, j'en mets pas. Je mets toujours Pierre, Luc. C'est toujours de la paresse. Toujours plus rapide. Non, effectivement, là, l'histoire du gars qui se marie en disant oui à l'adolescence. J'étais conscient d'une situation homosexuelle et puis en pensant que... T'étais conscient, tu le savais que t'étais homosexuel pour vrai ou si tu doutais? Je me doutais. J'avais eu une expérience à l'adolescence.
Sauf que, avec l'amour de la personne qui est devenue ma femme, parce que nous, c'est une histoire d'adolescence, je croyais que, bon, parce que je l'aimais, parce qu'elle m'aimait, on s'aimait, et puis en se mariant, et puis j'avais le ferme désir d'avoir des enfants, pour moi, ça dépasserait tout. On était fait pour être ensemble, et puis ça durait tout le temps, toute la vie. Il n'était pas question que ce soit... Vous êtes marié à quel âge? 24 ans. 24 ans. Sauf qu'on s'est connus à 15-16 ans. Et il y a beaucoup d'hommes, de garçons qui ont des expériences homosexuelles et qui ne le deviennent pas non plus homosexuels. Oui, effectivement. Alors, bon, tu t'es marié donc de tout à fait... Est-ce que tu pensais, comme Pierre, te guérir par le mariage? Guérir ses désirs, chasser ses désirs d'autres hommes? Oui, moi je croyais que notre amour finirait par... oui, que malgré tout, là, c'était pas possible pour moi de vivre autrement qu'avec ma femme. Et avec des enfants. Et avec des enfants, ça, c'est... Moi, j'en voulais 2, 3. Je rêvais d'une petite fille blonde aux cheveux longs. Bon, pour moi, et tu as eu combien d'enfants? J'en ai eu un. Tu as eu un enfant. Oui. Bon, quand ce qui trouble peut-être le public, c'est de dire, mais comment fait pour pas s'en apercevoir une femme? Est-ce que c'est possible pour une femme de ne pas s'apercevoir que son mari a des tendances homosexuelles? Disons que dans notre cas, celle qui est devenue mon épouse, elle avait été au courant d'une situation à l'adolescence. Oui. Sauf que, je sais pas si on peut appeler ça faire l'autruche, autant de mon cas que dans son cas. Ben, se cacher des choses. On se dit, bon, c'est des problèmes d'adolescents, à un moment donné, parce qu'on s'aime, puis c'était quasiment un cri dans le ciel, tout le monde nous voyait ensemble. Bon, c'est un couple fun, ils ont l'air tellement bien aller ensemble que ils vont faire leur vie ensemble. C'était comme, je me répète, écrit dans le ciel. Ouais. Pour un peu tout le monde. Puis pour mais comment c'est arrivé comment c'est arrivé que tu t'es séparé? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai sorti, je suis allé faire du sport et j'ai rencontré quelqu'un, un type en particulier qui m'a écouté. Pendant à peu près au moins 4 heures, j'ai pu jaser, j'ai pu vider mon sac de tout ce que j'accumulais, puis ce que je gardais intérieurement depuis l'adolescence. Et bon, je suis parti avec cette personne-là, on a jasé beaucoup, et quand je suis arrivé chez moi, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai le coup de foudre, et je dois le rejoindre. C'est un gars. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça a été... Bon, ça a été un peu comme la réaction de Lise dans la dramatique. Pas ça, Pierre, pas ça, Pierre, pas ça, Pierre. Puis ça se peut pas, ça se peut pas. Bon, les larmes, les cris. Comment tu te sentais, toi, de lui dire ça? Très coupable. Parce que j'avais l'impression que je balayais quelque chose de très important. Ça avait duré combien de temps? À partir du moment où on s'est connus? Oui. Cet amour avec ta femme. Bon, c'est une histoire de 18 ans environ. 18 ans. À peu près. Et est-ce que vous vous êtes séparés tout de suite? 1 mois plus tard. 1 mois plus tard. Oui. On devait poursuivre, bon, peut-être 1 an environ, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la situation est devenue intolérable. Et puis elle m'a dit, bon, écoute, faut faire quelque chose. Et puis, bon, j'ai décidé de quitter. Et comment toi, tu t'es senti quand tu as appris à ta femme que... Dans mon cas, moi, c'est un petit peu différent. C'est différent de Pierre, c'est un petit peu différent de la dramatique qu'on vient de voir. Moi, je savais depuis toujours que j'étais homosexuel et avant de me marier aussi, je le savais. Et je me suis arrangé par différents moyens de le faire sentir à ma femme. Et je pense qu'elle l'a très bien senti, elle l'a su, sans qu'on en parle beaucoup et très ouvertement.
Mais je pense que, un petit peu comme Pierre disait tout à l'heure, on a fait un peu tous les deux l'autruche. On dit, oh, ça va se passer. Elle, je pense qu'elle m'aimait beaucoup. Elle me disait, oh, il va tellement m'aimer que ça va se passer. Et moi aussi, d'ailleurs, je ne me voyais pas vivre une vie complète homosexuelle. J'avais la conception d'une vie d'adulte qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Il fallait qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Et je me voyais très bien. Est-ce que ça se peut, André, que aussi la vision de certains homosexuels, comme Pierre fait là, dans l'histoire, tu sais que tu ne veux pas ressembler à certaines images qu'on nous présente souvent de l'homosexuel. Je ne me voyais absolument pas vivre de cette façon-là, vivre le genre de vie qui était connu, les stéréotypes qu'on connaît chez les homosexuels. Bon. Alors pour moi, c'était important de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir une maison, de m'installer et puis de vivre la vie que mes parents ont vécue, les valeurs que j'avais acquises depuis ce temps-là. Alors je me dis, bon, la sexualité, on verra comment ça se passera. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'étais marié 15 ans, et sur 15 ans, il y a été au moins 13 ans, presque 14 ans, où ça a été presque parfait. Je m'entendais assez bien avec ma femme, j'avais pas de problème sexuel, ça allait bien de ce côté-là aussi. Bon, là, je t'arrête parce que dans le public, on pense qu'un homosexuel, c'est quelqu'un qui haït les femmes et qui ne peut pas coucher avec une femme. Ça aussi, c'est un stéréotype. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Alors, on peut très bien être homosexuel et coucher avec une femme régulièrement. Madame Bertrand, alors, okay? Moi, je suis du public, là. Oui. Je suis du public. Et puis, sans haïr les femmes, là. Je veux dire, si t'es homosexuel, on peut facilement imaginer que t'es pas vraiment attiré envers ta femme, que t'as pas une vie sexuelle aussi suivie qu'un couple dans lequel il y aurait un mari qui est attiré par les femmes en général, par la sienne en particulier. Bon, Guibert va te répondre, là, Violette, répondez-y. C'est une façon un peu simpliste, parce qu'on donne l'impression que c'est blanc ou noir. Je veux dire, on est entièrement hétérosexuel ou on est entièrement homosexuel. Effectivement, ceux qui sont très homosexuels et qui le savent dès leur plus jeune âge n'ont pas tendance à se marier. Mais il y a des gens qui sont entre les deux. Je veux dire, il y a du gris là-dedans. On peut être 70% homosexuel, 30% hétéro, avoir des désirs, mais être partagé, ou ça peut évoluer à d'autres. Mais Guibert, c'est ça qui trouble le monde. C'est qu'on voudrait avoir des étiquettes, des casiers, puis dire, bon, ça, c'est des homosexuels, ils n'aiment pas les femmes. Ça, c'est les hétéros, ils sont fous des femmes. Ils voient passer une femme, puis on aimerait ça qu'il n'y ait que deux casiers. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plein de nuances. Et puis, selon l'âge de la vie aussi, c'est sûr qu'on a vu comprimer dans peu de temps toute une histoire qui ramassait 30 ans de vie. Oui, d'accord. Mais c'est mon cas aussi. C'est pas parce que 15 ans ou 12 ans après... Tu as été marié combien de temps? 13 ans. 13 ans. C'est pas parce qu'au bout de 13 ans, je suis arrivé à ce résultat-là qui est pénible, qui était difficile, que je savais tout ça avant. Moi, c'était pas si clair que ça. Pour en revenir à André, je suis obligée de faire la part du diable, Est-ce que c'est pas mentir à une femme que de pas lui dire, écoute, je suis homosexuel, veux-tu me marier ou pas? Jusqu'à un certain point, moi, je me suis souvent posé la question. Je me dis jusqu'à quel point je suis honnête ou malhonnête avec elle. Et finalement, on se dit, bon, c'est passé, bon, ça s'est arrangé, ça va bien. Alors pourquoi amener du trouble? Pourquoi mettre du doute? Bon, et le temps passe, puis finalement, on s'aperçoit que ça se passe pas. Mais t'espérais que ça se passe, l'homosexualité, que ça se guérisse, que ça disparaisse. Absolument. Jacques, tu as été marié, toi, 22 ans. Oui, près de 20 ans, de fait. 20 ans. 20 ans avant que je puisse prendre ma décision. Ouais. Mais le savais-tu avant de te marier? Oh, c'est une étrange aventure. Oui, je le savais parce que j'avais pu vivre quand même une première relation. Qui avait avec été, un homme. Oui, et qui paraît des circonstances un peu spéciales. Mon premier amour, je l'ai connu en communauté religieuse. Et ça a été... Tu étais prêtre toi-même? Non, j'étais pas encore su. J'étais étudiant dans une communauté. Et puis ça a été excessivement dramatique parce que pour moi, c'était comme la fin d'une vie. D'ailleurs, à la suite de ça, j'ai été malade. J'ai claqué une dépression terrible. Et j'ai été en thérapie pendant 1 an et demi pour tenter justement de me libérer de ça. Et quand la thérapie était libérée finie, de l'homosexualité? Oui, oui. Et ça, d'ailleurs, ça va être un peu le drame, je dirais, d'une grosse partie de ma vie.
toutes les énergies ont été mises là-dessus, mais au bout de la ligne, je me suis retrouvé avec libéré d'une fausse vocation, et puis je me suis retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus clair au niveau de... Alors, toi, les trois ici, là, ça vous tentait pas d'être homosexuel, vous vouliez pas, finalement? Absolument pas. Ah, moi, vous vouliez pas? Absolument pas. Ah non, moi j'étais... C'est un paquet de trous. Moi j'étais un paquet de trous. C'était un combat. Non, moi j'étais terrorisé. Hein. J'étais terrorisé. Quand je suis sorti de communauté, j'ai retrouvé mon amant le plus vite que j'ai pu. On a vécu ça dans la cachette la plus absolue. D'ailleurs, même aujourd'hui, absolument personne, je pense, pourrait même savoir qui. Et quand, et un jour, à un moment donné, il m'a appris brusquement qu'il quittait et qu'il allait se marier. Et moi, j'ai vécu ça de façon très dramatique, je veux dire. Et je me suis réveillé 24 heures après, avec absolument plus aucune tendance, aucun désir vis-à-vis des hommes. Et j'ai cru clairement à ce moment-là que c'était terminé. Et que moi, je vivais ça comme une guérison, parce que j'avais tellement lutté pour essayer de me libérer de ça que j'ai vu ça comme une libération. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, parce que c'était un vrai traumatisme, c'est que je venais de m'enfermer dans une prison. Et ma libération est arrivée 20 ans plus tard. Et la prison de quoi? Oh, je trouve la prison un peu de la cachette. La cachette. J'ai trouvé la dramatique extraordinaire. Je dois avouer, j'aimerais ça vous dire ça en partant, parce que de tout ce que j'ai vu, c'est certainement une des plus, je dirais, une des plus belles que j'ai vues, et sinon la plus belle. Et ce qui m'a frappé, c'est la justesse des sentiments et des émotions. Il faut dire que j'en ai broyé une partie, parce que c'était tellement proche de ce que j'ai vécu que j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'est d'une intensité dramatique rare, et c'est surtout la justesse des événements que vous avez mis dans la dramatique et des émotions. C'est très, très proche de la réalité. Et, en tout cas, si je me fie, à l'Association des Pères Guides de Montréal, on a une ligne téléphonique, et à chaque semaine, on reçoit des téléphones. Si vous aviez nos répondeurs téléphoniques, qui sont tous des bénévoles un peu extraordinaires qui étaient là, des histoires de même, on en entend à toutes les semaines. Et ce sont des histoires douloureuses. Ce ne sont pas des histoires, le fun, là, tiens, enfin, je suis libre. C'est du déchirement tout le temps. Toujours dramatique. Bon, après 20 ans, Jacques, comment tu as pu arriver à ta femme, combien d'enfants? 5? 4 enfants, et dire, je m'en vais parce qu'il faut que je vive ma vie. Comment tu as pu faire ça? 20 ans, là. Moi, je vais vous dire une chose, Jeannette, j'ai été obligé de me faire aider. Remarquez que je suis psychologue de formation, j'ai été obligé de me faire aider pour franchir ce pas-là. J'arrivais pas à le franchir, j'arrivais pas à trouver le moyen concret. Et ça a été long pour l'accepter moi-même, mais même après l'avoir accepté pour moi-même, je trouvais ça tellement... J'avais l'impression d'une montagne énorme à franchir, une espèce de tunnel dont il fallait que je sorte. Et je me suis fait aider, d'ailleurs, par Alain Bouchard, dans ce sens-là, pour faire une espèce que j'appelle une espèce de, pas de thérapie, une thérapie de passage. Il m'a vraiment aidé, capable de trouver le moyen concret. Et le seul moyen que j'ai trouvé, parce que j'étais incapable de le faire verbalement, ça a été de lui écrire une lettre. Est-ce que ça en Une lettre de 36 pages, comme je suis très verbal, dans laquelle j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vécu et comment ça m'était excessivement difficile de pouvoir faire face à ça. Mais je me mets à la place de la femme. Ça doit être épouvantable. Ton mari que t'aimes, le père de tes enfants, t'écrit. Il ne dit pas, là, j'ai une blonde. Il te dit, j'ai un amant. Et je trouve que toutes les questions que les personnages posent dans la dramatique sont d'une justesse incroyable là-dessus. Toutes les questions qu'on se pose, ils sont déjà dedans. Les enfants disent, est-ce que mon père m'a mis au monde par amour? La femme se dit, qu'est-ce qui fait que moi, je me suis trouvé en contact avec un homme comme ça? Est-ce que j'étais un père avant? Oui. Est-ce que j'étais un bon père? Je veux dire, toutes les questions sont là. Et moi, à mon avis, ils demeurent pour le reste de la vie. Je pense pas que c'est soluble facilement sur ces questions-là. Je pense que ça va toujours rester, pour moi, un peu un mystère. C'est difficile, oui. Moi, en tout cas, je trouve Comment ça... tu as vécu ça, toi? J'ai pas... Moi, j'ai trouvé ça très, très bien, la dramatique. Mais par contre, j'ai vécu quelque chose de différent de ça. Moi, c'était une évolution qui s'est faite, qui s'est échelonnée sur un an pour prendre conscience de mon homosexualité. Moi, je me suis marié à 19 ans. J'ai été 7 ans avec la même femme. C'était le grand amour, la complicité, la confiance l'un en l'autre. Et puis, le jour où je me suis aperçu que mon homosexualité voulait s'affirmer, eh bien, je l'ai dit tout de suite. Ça a été graduel pendant un an, devant différentes situations.
Et puis, la confiance, justement, qu'on avait bâtie durant ces 7 ans-là, on s'était fréquenté 3 ans, ça faisait quand même 10 ans qu'on était ensemble. Et puis, ça nous a aidés à traverser ça. Et puis, à travers nos expériences de notre quotidien, on s'est aperçu que moi et ma femme, on était gays. Les deux étaient gays. Oui. Et puis, on a eu 2 enfants, 2 garçons, qui ont aujourd'hui 7 ans et 6 ans. Fait que, comme un peu tout le monde, bien, on avait un idéal, on se bâtissait une famille, on se ramassait des choses, puis ça allait bien, puis on avait, comme je te dis, une grande confiance, puis tout ça. Fait que, à travers les événements qui se succédaient, on voyait que la priorité s'en allait vers notre homosexualité. Et on a trouvé ça vraiment très déchirant, parce que, justement, on avait tellement confiance en nous deux, à ce qu'on bâtissait ensemble, puis là, du jour au lendemain, que tu vois que nos personnalités s'éloignaient, et puis qu'il fallait prendre une décision par rapport à ça. C'est vraiment déchirant, tu sais. Tu vois tous tes rêves là, qui s'écroulent petit peu par petit peu. Tu vois que ça nous éloigne l'un de l'autre. Et c'est pas possible, à ce moment-là, de dire, bon, la sexualité, on met ça de côté. C'est pas possible de faire ça. En tout cas, pour nous, ça n'a pas été possible, dans le sens qu'on se respectait l'un comme l'autre. Diane, elle s'apercevait que pour être heureux, il fallait que je vive ça. Et puis, elle a fait des choses que vraiment, que c'était par amour qu'elle faisait, parce qu'elle voyait que pour être heureux, moi, il fallait que je vive mon homosexualité. Il fallait que je sois bien avec moi. Et puis, c'est justement une grande preuve d'amour, tu sais. Puis, on a resté toujours en bon contact, puis tout ça, puis on est des grands amis, tu sais. Mais c'est quand même déchirant à traverser cette période-là de dire qu'il faut que tu mettes toutes tes idées, et puis... Est-ce que c'est pas plus facile? Je pose la question. Vous avez beaucoup d'expérience parce que vous faites partie de l'association des parents gays, puis que vous répondez beaucoup au téléphone et à beaucoup de gens qui vous écrivent. Quand une femme se déclare homosexuelle aussi, alors à ce moment-là, il n'y a pas cette peine de la part de la femme. Guibert, comment avec toi? Ma femme n'était pas lesbienne, c'est sûr. Alors, je pense qu'à ce moment-là, ça ressemble plus à la dramatique, dans le sens que c'est une réaction qui est très vive. Mais comment elle a pris ça, ta femme? Oh, elle a pris ça de façon aussi, je ne vais pas dire violente, mais c'est violent, au fond, ce qui se passe comme situation à ce moment-là. Mais comment? C'est très difficile. C'est difficile. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Tu sais, tantôt, tu me disais, on se sent coupable. Qu'est-ce que vous ressentez de faire une peine de ce genre à une femme? Je préférerais être mort, au fond, que d'avoir affronté ça. Je pense que c'est la dernière des choses. C'est pour ça que vous retardez, d'ailleurs, pour le dire. Oui, mais il faut dire que moi, j'ai pas retardé longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a pris plusieurs années avant que ça devienne conscient. Quand je m'étais marié, c'était pas dans le décor. J'étais si refoulé, au fond, que... tu me dis que ton homosexualité, on peut arriver à refouler ça très loin. Moi, j'avais pas d'expérience avant de me marier qui était significative, qui fait que j'aurais pu en parler avec ma femme, dire oui, je pense que je suis gay. J'étais pas dans le décor, je l'aimais passionnément. C'était vraiment un amour passionné. Et puis, c'est pour ça que c'est d'autant plus douloureux de se faire dire « mais tu m'as jamais aimé ». C'est pas ça. Je l'ai aimé passionnément, ça a duré 10 ans, 11 ans, c'était clair. Et au fur et à mesure que ça a évolué, je commençais à dire, je pense qu'il y a quelque chose dans moi qui me travaille. Il y a ça. C'est arrivé peut-être plusieurs années après être marié, mais là, je me suis ouvert. Mais elle disait, au fond, j'avais pas d'activité. J'étais très fidèle, un père là, rangé, tout ça, ce qui fait que c'était pas menaçant. Mais quand je suis arrivé, je dis, j'ai un amant. Et au bout de quelques semaines, je lui dis ça. Et là, ça a été un peu comme la dramatique. Est-ce que c'est le fait d'avoir... Oui, Jacques? J'allais dire, j'écoutais parler... Alain. Et puis, ça me rappelle un souvenir, puis je trouve ça un peu grave. Je veux dire, moi, à un moment donné, vers la fin, j'ai lutté d'abord désespérément pendant 10 ans. Aujourd'hui, je dis souvent à des amis, j'ai hurlé pendant 10 ans. Et certainement, il venait des fantasmes. J'aurais aimé ça, à un moment donné, me réveiller, puis que ma femme m'apprenne qu'elle était lesbienne. J'avais comme l'impression que ça m'aurait délivré de toutes mes culpabilités. J'aurais aimé qu'elle me dise n'importe quoi. Mais n'importe quoi qui ferait que moi, j'aurais pas été obligé de prendre le taureau par les cornes, puis de faire face à la vérité, puis à ma vérité. Et ça, j'ai attendu longtemps. Quand je l'ai dit, une des choses que j'ai trouvé assez extraordinaire, moi, c'est la réaction de mes enfants. Je dois avouer que dans tout ce que j'ai vécu depuis 3 ans, c'est eux qui se révèlent presque, et j'aime beaucoup les enfants de la dramatique, presque les plus cohérents, les plus consistants dans tout ça. Mais mon fils aîné m'a dit... Qui a quel âge? Il avait 20 ans à ce moment-là. Il m'a dit, il m'a regardé avec un peu de tristesse, mais il m'a quand même dit, j'ai peine à croire que tu as attendu si longtemps. J'ai de la difficulté à comprendre ça. Mais il dit, c'est vrai, il dit que j'avais 10 ans
au moment où c'est revenu. Donc, ça veut dire que, et ça a établi une espèce de complicité. Aujourd'hui, je vois un peu mon... OK, parlons-en des enfants. La réaction, Pierre, la réaction des enfants, c'était quoi? Est-ce que c'est toi qui l'as dit ou c'est ta femme qui l'a dit? C'est-à-dire qu'à l'époque où c'est arrivé, là, ça date de 6 ans et demi, 7 ans, mon fils était beaucoup trop jeune. Sauf que du fait que la première année de sa vie, je m'en suis beaucoup occupé. Et pour faire le point, mon épouse m'avait dit, bon, ça te ferait du bien, pars en voyage, réfléchir. Et à ce moment-là, quand je suis revenu, mon fils, là, il était comme perdu, il me cherchait, même s'il était très jeune. L'enfant, il y a eu une période là, de perturbation au niveau de l'enfant. À ce qui est, là, bon, pour maintenant, là, je pense qu'il n'est pas rendu encore, on pense tous les deux qu'il n'est pas rendu à l'âge de lui dire. Là, il a 7 ans. Nous avons une entente à l'effet que quand ce sera le temps, quand il posera des questions, donc ce sera moi qui lui dira. Toi, André? C'est un peu différent. Savez-vous de fromage, hein? Et de pain, si vous voulez. Comme ça s'est produit, à partir du moment où j'ai décidé d'assumer ma vie gay, je l'ai fait ouvertement. Je l'ai fait ouvertement devant ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. Mais ça a commencé, j'ai commencé à le faire lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans. De sorte que, probablement que tout ce que faisait son papa était parfait. Elle n'a jamais posé de questions directes ou spécifiques. Et elle a toujours su qui j'étais, qu'est-ce que j'étais. Et elle connaissait mon ami, elle s'entendait bien avec. De sorte que, pour elle, ça n'a jamais été traumatisant ou bouleversant. Ça, je suis sûre que le public là, va trouver ça difficile à croire, que ça ne traumatise pas les enfants. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est que le parent en question les aime encore. C'est ça qu'ils cherchent. L'orientation... Et je pense qu'ils veulent autre chose. Moi, je pense qu'ils veulent que les parents soient heureux. Moi, j'ai réussi à prendre ma décision. Ça a été vraiment une pierre d'achoppement terrible. Mais j'ai réussi à prendre ma décision que le jour où j'ai eu atteint la conviction profonde que si je continuais, je détruirais au fond mes enfants. Parce que j'étais rendu que j'étais plus capable. D'abord, j'étais pas capable de les élever. Parce que j'étais tellement faux avec moi-même que j'étais pas capable de les élever. Moi, par exemple, des choses les plus terribles, des conflits avec ma femme, et aujourd'hui, je la comprends, c'était, par exemple, d'être obligé de dire à ma fille de 13 ans, tu vas rentrer à 10 h à soir, quand moi, je savais que moi, j'étais pris avec le problème, mais que moi aussi, je tricherais. J'étais incapable. Et j'ai le sentiment d'avoir commencé un peu vraiment à aimer, puis à avoir une relation avec mes enfants, que le jour où j'ai pu leur dire. Et j'ai réussi à prendre ma décision vraiment au moment où j'ai eu la conviction profonde en mettant sur la table la réalité, puis la vérité, de toute façon, hein, c'est la fameuse chose qui dit « la vérité vous rendra libre », que là, je créerais une situation qui serait bonne pour mes enfants. Et moi, la seule chose qui me console aujourd'hui, même si je trouve terrible d'avoir à faire mal pour qu'on se retrouve bien tout le monde, j'espère en tout cas que les autres sont bien, mais j'avais la conviction profonde que je voulais livrer à mes enfants un message. Dire, écoutez, dans la vie, il y a une valeur qui est fondamentale, OK? C'est ne vous laissez pas envahir par les normes de la société. Essayez dans la vie d'aller au bout de vous-même, d'être parce que la société... Vous avez droit dans la vie d'être heureux et vous allez le trouver en autant que vous allez être capable de vivre avec vous-même et de vous retrouver vous-même. Et moi, je me disais, je vais donner à mes enfants une valeur que je trouve fondamentale, être soi-même, être vrai dans la vie. Et puis, pas trop... être capable d'être critique face aux forces que la société nous impose et puis aux espèces de carcans dans lesquels on met les enfants même moi, je me suis informée pour écrire ça, là, beaucoup de temps. Et je me suis informée à des psychologues pour enfants qui m'ont dit que les filles étaient moins traumatisées que les garçons parce que les garçons, vivant dans un milieu homosexuel, c'est-à-dire les petits gars, c'est rien qu'un fifi, bon, les enfants ont vite fait de traiter l'autre de fifi, ne voulaient pas être identifiés à ça et avaient peur, je vais ressembler à mon père. C'est ça, absolument. Alors que les garçons étaient plus traumatisés que les filles. C'est ça qui est arrivé avec mes enfants. Mon fils qui avait 10 ans, 11 ans à l'époque, c'est l'âge où la pression sociale joue beaucoup. Ma fille, ça la dérangeait pas. Non, si tu es heureux comme ça, papa, ça va. Mais lui, au fond, vivait exactement ça. Le plus jeune qui avait 8 ans à l'époque, ben lui, en fait, je pense que c'était trop compliqué pour lui.
Sûrement que plus tard, il s'est habitué à la situation plus tard, mais... Mais les préjugés, Guibert, étant ce qu'ils sont, tu sais, il y en a des préjugés à l'école. Quand un enfant a les cheveux roux, on l'appelle petit rouge. S'il est gros, on l'appelle baquet. Vous savez comment sont les enfants. Quand le père est homosexuel, est-ce que c'est pas ton père, c'est rien qu'une tapette? Est-ce que les enfants ne peuvent pas souffrir de choses comme ça? Moi, j'ai rencontré un psychologue parce que ça nous inquiétait, moi et Diane, de la situation, parce que nos enfants étaient relativement jeunes, avaient 2 ans et 4 ans lors de notre divorce. Puis on se demandait un peu, on était un peu désorientés face à ça, c'était comment on devait agir, est-ce qu'on devait être tout simplement vrai ou s'il fallait cacher, on savait pas trop comment s'orienter. Fait qu'on a été voir un psychologue. Et puis, il nous a dit justement que de pas trop s'en faire parce qu'il y avait des études qui avaient été faites et que le fait que des enfants vivent dans des milieux gays, que ça les influençait pas, premièrement. Deuxièmement, moi, ça m'inquiétait aussi, point de vue école, point de vue là, de se faire taquiner par les autres, parce que c'est vraiment là, choquant pour les enfants, là, ça les bouleverse vraiment intérieurement. Il nous a dit que les enfants, à un moment donné, c'est sûr qu'ils n'iront pas se vanter, ils n'iront pas en parler comme ça à tout le monde, parce qu'ils savent qu'ils sont... c'est marginal. Oui, que c'est marginal, que c'est différent. Fait qu'à ce moment-là, ils sont sous réserve, ils deviennent discrets face à ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous respectent pas face à ça, qu'ils ont honte là, de ça, à tout casser. C'est sûr que c'est pas facile pour eux autres, il ne faut pas se leurrer, là, dans le sens qu'ils vivent dans un milieu différent. Et puis que justement, le psychologue disait que les enfants, ils sont plus méchants dans le sens s'il est gros ou s'il a un gros nez ou ça, parce que c'est apparent, ils vont se jeter là-dedans, tandis que ça, c'est plus quand même discret. Puis l'enfant apprend à vivre avec ça, qu'il nous a dit, tu sais. Bon, là, tu as apporté un point tantôt que je sais que le public se demande, est-ce que c'est pas dangereux de contaminer les enfants? On pense tous que l'homosexualité, bon, ça s'attrape. Est-ce que, étant donné que les amis, est-ce que vous êtes tentés par les amis de vos fils ou vos fils et tout ça? Bon, c'est une question que le public se pose. Avez-vous une réponse à ça? C'est comme les hétérosexuels. Est-ce que je devrais craindre ma fille quand elle rencontre des hétérosexuels? Je veux dire la même chose. C'est pas pour autant que si on a une orientation homosexuelle, on va sauter nécessairement sur les enfants. Moi, je pense qu'il y a un de vos personnages qui a donné la réponse à ça. Quand il a dit « je l'ai toujours été ». Moi, j'ai été frappé de constater que dans 95 des cas, sinon 99 des gays, si vous leur demandez à un moment donné, depuis quand tu l'es, s'ils sont dans la phase où ils ont assumé leur homosexualité, leur orientation gay, je dois avouer que j'aime pas beaucoup le mot homosexuel, ils vont toujours répondre « je l'ai toujours été ». Et moi, je pense qu'il n'y a aucune contamination possible. Où un individu l'est, et je pense que moi, je crois sincèrement que c'est un problème d'identité. C'est de naissance. On le porte en soi comme une espèce un peu d'identité. C'est ce qu'on est. On l'a déjà là, et je pense qu'il ne faut pas se casser la tête, ça va d'où ça vient. C'est le moment. Et je pense pas qu'on puisse contaminer un enfant. Je pense que, moi, je pense d'ailleurs que c'est le gros drame, c'est le contraire. Je trouve qu'on devrait tout faire pour que les enfants le découvrent le plus vite possible, ce qu'ils sont. Et leur donner des choix, de telle sorte que ça ne serait pas un drame quand à 14-15 ans, ils s'apercevraient qu'ils sont d'orientation gay. On devrait ouvrir les portes et faire en sorte que l'enfant qui l'est, très tôt, commence à être capable d'assumer ce mode d'affectivité. Plutôt que de vivre tordu, et le jour où il découvre, ça fait... Comment ça a été... Oui, OK. C'est parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Des pays comme la Suède, si on compare avec l'Australie ou l'Autriche ou la Nouvelle-Zélande, là où il y a le plus de pères gays, c'est les pays qui sont les plus conservateurs. Là où c'est libéral, permissif, il y a moins de pères gays parce qu'ils se marient moins, ils assument plus leur homosexualité. Alors, est-ce que vous pensez que de nos jours, là, vous avez 40 ans, quelque chose, est-ce que vous pensez que les jeunes de 20 ans, ceux qui sont homosexuels, ne se marieront pas de nos jours, puisque c'est plus ouvert, puisque tu peux vivre davantage ton homosexualité? Je pense qu'ils vont en avoir de moins en moins. Oui, qui vont se marier. Oui. Justement, moi, j'étais d'une petite ville, et puis aller jusqu'à... À l'âge de 20 ans, ça avait été tabou. Pour moi, l'homosexualité, là, on entendait parler, c'était juste des riseries, des choses comme ça. Et puis, je me souviens, lorsque j'étais jeune, à un moment donné, c'était venu dans le sujet de ma famille, et puis il m'avait dit, si jamais tu as à être homosexuel, tout le monde va te rejeter, tu sais. Ça, c'est des choses qui marquent, hein. Et puis, ça l'influence... Quand c'était pas, je vais te tuer. Oui, c'est ça, tu sais. En tout cas, moi, ça te dit, tout le monde va te rejeter, tu sais. Mais tu grandis avec ça, puis si jamais tu viens qu'à percevoir que tu as des indices, que tu peux l'être, tu le rejettes vite parce que tu veux pas ça, tu veux pas être rejeté par le... Je le rejette moi-même. Alors, vous n'avez pas l'impression, vous autres, d'avoir été profiteurs? Vous n'avez pas profité de vos femmes, comme par avant. Non, vous n'avez pas ressenti ça? Non. Moi, il y a un de mes frères, quand je lui ai parlé de ça, il m'a répondu, tu sais, dans la vie,
on ment toujours... Je m'excuse, il dit, on ment toujours aux autres quand on se ment à soi-même. Oui. J'ai trouvé que c'est une des phrases les plus extraordinaires qui m'a libéré beaucoup, parce que c'est vrai. Je pense que ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'air profiteur, c'est parce qu'on se ment encore à soi-même. Et c'est comme tous ceux qui ont de la difficulté à faire face à ce qu'ils sont, ben, ils essaient de faut survivre, il faut trouver le moyen de passer à travers. Alors, on cherche toutes sortes de moyens en attendant de trouver la réponse. Lise dit dans une des phrases, elle lui dit, quand ils sont sur le lit, là, il lui demande, est-ce que j'ai été un bon mari? Elle est obligée de dire oui. Est-ce que vous considérez que vous avez été des bons maris, Pierre? J'ai l'impression que c'était moi. Oui. Ben oui. Alors, tu considères que le temps que tu as vécu avec ta femme, tu étais un bon mari? Exactement. Et toi aussi? Pourquoi pas? Ah oui, moi, tout à fait. Je veux dire, Moi, j'ai été un peu horrifié quand j'ai appris à l'annulation de mariage, parce que nous, on a obtenu notre annulation religieuse. J'ai été un peu horrifié d'entendre le président du tribunal me dire, ce que nous jugeons, c'est votre capacité de pouvoir vivre une relation d'amour un peu jusqu'à la fin de votre vie. Et il dit, j'ai dit, ce que vous allez juger, c'est la capacité qu'on a de ne pas continuer ensemble. Il dit non, on annule le mariage. Et j'ai trouvé ça un peu terrible. Parce que c'est comme si on me disait que pendant ces années-là, j'ai pas été un père de famille. Oui. Et si on remontait à un siècle en arrière, c'est horrible bien d'y penser, mes enfants seraient tous des enfants illégitimes. Et quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, il y a quelque chose là-dedans d'excessivement pénible et douloureux, parce que c'est pas la sensation qu'on a. Oui. Moi, ce qui me fatiguait, c'était de dire pourquoi, malgré le fait que je l'aime, pourquoi ma pulsion sexuelle n'est pas plus forte vers elle. C'était de toujours de... Et puis même, on est arrivé après maintes et maintes discussions à dire, bon, ben peut-être que je me croyais, et je pense que tous les deux, on était rendus à croire que j'étais peut-être asexué. Puis même en lui disant, ben écoute, il y a des gens qui, bon, un peu comme la nourriture, il y en a qui mangent plus, d'autres qui mangent moins, d'autres aiment plus le sport, d'autres moins. Donc, moi, bon, il y a des gens qui aiment... T'es peut-être porté, je parlais des gens, mais je disais, toi, t'es peut-être porté plus sur la chose sexuelle, et moi, moins. Peut-être que, bon, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on s'aime, et puis on va faire notre vie ensemble. Mais, à quelque part, à l'intérieur, ça me frustrait, ça me fatiguait de dire pourquoi je l'aime, cette femme-là, puis pourquoi je suis pas capable de l'aimer vraiment. Est-ce que, la vie de mensonge, là, qui semble être ce qu'il y a de plus difficile, pour Pierre, en tout cas, dans l'histoire, pour Pierre, il trouve ça difficile, là, cette vie de mensonge. Est-ce que tu t'en as vécu, toi, une vie de mensonge? Oui, les dernières années, moi, j'en ai vécu, sauf la période de grossesse de ma femme, où c'était la plus belle période de notre... Mais alors, pourquoi, sachant, là, que tu avais des tendances homosexuelles, pourquoi tu fais un enfant? C'est la grande question que les gens vont se poser. Parce qu'ultimement, Jeannette, je croyais que ça me guérirait, que notre amour, plus l'amour de l'enfant, ça finirait par... passer par-dessus les pulsions. Je réussirais mon combat. C'est que mon combat, ultimement, c'était la dernière chose pour moi qui ferait que ça me ressoudrait, puis que je finirais par éclore, puis par vraiment être heureux. Et dans notre conditionnement, un homme marié, père de famille, il ne peut pas être homosexuel. C'est notre conditionnement. Qu'est-ce que tu voulais dire, Hubert? Je voulais dire que je pense qu'on parle de deux choses. Le désir d'avoir des enfants est légitime. Là, actuellement, on dit qu'il faut être marié pour avoir des enfants, mais on pourrait être gay puis être un excellent père pour prendre soin d'enfants. Puis, enfin, peut-être que dans 25 ans, on en parlera autrement. Mais tous, vous vouliez avoir des enfants. Moi, c'était capital. C'était très important pour moi d'avoir des enfants. Ça correspondait aux valeurs qu'on avait. On était éduqués avec ces valeurs-là. C'est important. Moi, je n'aurais eu 3 ou 4 au moins. La preuve aussi que, étant gay, on est capable de s'occuper de nos enfants. Moi, lorsque j'ai divorcé, c'est moi qui ai eu la charge des enfants pendant 2 ans. Entièrement, et puis j'ai affronté ça comme une mère va s'occuper de ses enfants tout seul. C'est pas juste dans un sens, ça arrive dans l'autre sens aussi. Moi, je me réveillais avec un enfant de 2 ans et 4 ans, j'en avais encore un à la couche, puis j'ai pris mes responsabilités.
Parce que c'était plus facile à ce moment-là pour moi de le faire que mon épouse qui se retrouvait sans emploi et puis sans vie affective assurée. Fait que moi, j'avais une vie plus équilibrée, puis ça apportait ça aux enfants, puis j'ai pris mes responsabilités. C'est pas à cause que tu es gay que tu rejettes tes enfants. Moi, mes enfants, je les adore, puis je les aime, et tout ça, tu sais. Fait que ça détruit rien en nous autres de l'amour qu'on porte envers ceux qu'on aime. Comme dans le sens qu'on voit aussi le tour de famille qui arrive, puis tout ça. On va en parler de la famille. Là. Oui, c'est ça. Des personnes qui sont très, très près de toi, puis ça, moi, ça a été les premières personnes que je leur en ai parlé, parce que je leur faisais confiance, parce que je sentais qu'ils m'aimaient, puis je savais que je leur aimais, puis c'était important pour moi de leur dire que j'étais homosexuel, et puis je voulais pas qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. C'est moi qui avait besoin de leur dire, tu sais. Comment ils ont pris ça, la famille? Plusieurs s'en doutaient. Plusieurs s'en doutaient, mais n'osaient pas en parler. Et puis, moi, j'ai commencé par la personne la plus près, c'était ma soeur. J'ai invité ma soeur dans un restaurant, puis là, j'ai dit qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Fait qu'elle dit, je le savais, mais je suis content que tu m'en parles, parce que justement, elle dit, tu me fais confiance, tu sais. Fait que ça leur renforcit des liens encore davantage entre les personnes qui étaient près de moi. Au niveau de mes parents, c'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile parce qu'ils ont beaucoup de valeurs différentes les nôtres et puis c'est quelque chose qui est plus difficile, l'image qu'ils ont nous autres, puis tout ça. Et puis il faut dire que c'est en prouvant justement qu'on n'est pas toutes des grandes folles, des ci, des ça, parce que c'est ça que le monde a peur en réalité, de dire « Ah, mais ton gars, c'est une grande folle », tu sais. Mais en réalité, lorsqu'il s'aperçoit que ça ne nous change pas, c'est comme il disait là, dans la dramatique, je suis comme hier. Tout ce que j'ai fait, ce que je vous l'ai dit, je suis comme hier, je reste la même personne, tu sais. Fait que c'est vrai, on reste les mêmes. Les pères là, qui ont eu des rêves, tu sais, sur leur fils, les pères ont souvent des rêves de virilité, de sport, ils veulent que leur fils fasse ce qu'ils n'ont pas eu. Ils sont déçus souvent de... Qu'est-ce que tu voulais dire, Pierre? Moi, je voulais dire ce qui m'avait frappé dans la dramatique, et ça retouche un petit peu ce que Alain vient de dire, c'est que quand, à un moment donné, on se découvre homosexuel, disons, pour faire plaisir à Jacques Guy, c'est le besoin, en tout cas, que moi j'avais, puis que j'ai vu dans la dramatique, de dire aux gens qui sont près de nous, « Je t'aime ». C'est qu'à un moment donné, à ta famille, à tes amis, là, on dirait qu'il y a comme une éclosion de leur dire, de leur faire savoir, je t'aime, puis je veux pas te perdre, je tiens à toi. Et ça m'a frappé dans la dramatique. Là-dessus, j'aimerais ça dans ce que Pierre dit, parce que moi, je trouve que ça, c'en est un des problèmes. Moi, j'utilise à peu près jamais le mot homosexuel, ni le mot homosexualité, parce que je trouve que tout l'accent est mis sur la sexualité. Et je dis souvent à mes amis, vous savez, en sexualité, on peut tout faire dans la vie. Hein, les Arabes, vous savez, ont de la sexualité avec le chèvre, puis ça crée pas de problème si dramatique que ça. On peut tout faire. Si on veut parler, si on veut toujours parler de la sexualité, tout est possible. Mais là où on sait vraiment, à mon avis, que notre orientation est gay, c'est quand on tombe dans l'univers de l'affectivité. Et moi, je dis, le problème de l'orientation homosexuelle, c'est pas un problème de sexualité d'abord, c'est d'abord un problème affectif. Oui, mais là, tu me mêles un petit peu, Jacques, là, parce que tu as été en amour avec ta femme, et vous avez tous été en amour avec vos femmes, c'est un problème d'affectivité aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous quittez la femme que vous aimez, c'est la pulsion sexuelle? Entre autres, mais par contre, moi, j'ai réalisé à travers... J'aurais pu me contenter... Non, ben, tu as le droit de... J'aurais pu me contenter des expériences sexuelles avec d'hommes. Mais moi, j'ai réalisé à travers ça que c'était pas juste d'avoir des relations avec des hommes. Je voulais aller voir un film, je voulais partager ma vie, je voulais faire un pique-nique, je voulais faire ce que je faisais avec ma femme, mais avec un homme. C'est là qu'à un moment donné, la priorité prend le dessus. OK, je comprends. Si on pouvait... Est-ce que vous pouvez draguer à l'aise dans le métro? Oui. Moi, je me promène dans le métro, puis je vois les jeunes garçons et les jeunes filles draguer, puis ça, ils n'ont pas besoin de coucher avec les filles dans le métro. Mais si on pouvait vivre nos émotions et draguer partout, à l'école, dans le métro, un peu partout, puis être à l'aise là-dedans, on aurait beaucoup moins cette image où la sexualité est absolue. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut passer par la sexualité pour connaître notre orientation affective. Mais alors, comment... quand on parle d'homosexualité, on dit... préférence sexuelle. C'est pas ça, l'homosexualité, une préférence sexuelle? C'est une partie de l'homosexualité. Pas d'après moi. Il y a plus que ça. Est-ce que vous êtes tous partis... C'est du même amour que de la même nature que ce que j'ai eu avec ma femme.
Jeune-amant, moi, depuis 3 ans. Oui. Et je veux dire, c'est tout le quotidien, la tendresse. On a affaire au même réalité. Bon, je dois vous dire, quand je me posais des questions pour écrire les scènes d'amour entre hommes. Ouais. Alors, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai écrit une scène d'amour entre hommes et femmes, j'ai effacé le nom de la femme, j'ai mis un gars. C'est parfait. Et vous dites que... C'est exactement ça. Pourquoi ce serait différent? Pourquoi? Mais c'est un miracle qu'entre deux êtres humains, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça peut se passer entre deux gars, pourquoi pas? Ben oui. Je veux dire, on n'est pas tout seul, on peut rencontrer quelqu'un, c'est notre référence. Mais il reste cependant que comme vous vous étiez mariés, si vous aviez été célibataire, vous faites votre vie. Vous faites chaque... Mais là, il y a des enfants, il y a une femme. Une femme qui ne s'attendait pas à ça. Vous autres non plus, vous attendiez pas à ça. Ah, c'est pas ça que je voulais, moi. Non. Il faut y faire face. C'est ça qui est le plus important dans tout ce que vous dites. C'est que vous autres non plus, vous y attendiez pas. Et vous le souhaitiez pas. C'est l'écroulement de 10, 15, 20 ans de rêve. Je m'étais bâti une vie pour une famille, une femme, tout ça, et ça s'écroule. Et il faut que je faire face à tout ça. C'est pas plus facile pour nous que pour la femme d'assumer ça. Il faut se prendre en main, il faut prendre des décisions qui sont pas faciles à prendre. Tu remets toute ta vie en question sans savoir ce qui va t'attendre au bout de ça. C'est un choc pour nous autres aussi, c'est pas juste un choc pour la femme. Est-ce que vous avez compris que votre femme pouvait souffrir, toi, Jacques? Est-ce que tu as compris que ta femme soit fâchée contre toi à un moment donné, puis je sais pas si elle a pris une raquette de tennis pour te faire... J'ai pas vu que ça aussi dramatique que ça. C'est un bâton de hockey. J'ai pas vu que ça aussi dramatique que ça. Ma femme a eu une réaction quand même plus modérée. Mais je dois avouer que j'ai beaucoup aimé la scène parce qu'elle traduisait vraiment l'intensité de tout ce qu'une femme peut ressentir. Et moi, je dois avouer que c'est le seul regret de tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu toutes sortes de choses, évidemment, que les gens ne savent pas nécessairement, mais c'est la seule chose que je regrette le plus, c'est d'avoir été obligé de passer par là, faire de la peine à mes enfants et à cette femme-là, qui, au bout de la ligne, bon, ne méritait probablement pas ça. Bon. Mais je me dis quand même que il fallait y passer. Et je dis souvent, on a le désespoir, on a l'énergie, en fin de compte, du désespoir. Est-ce que c'est juste ce que Pierre dit? Je suis tannée de maillir. Ah, oui, ça, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe, Mme Bertrand, si on continue à réprimer ce qu'on est profondément? Ben, vous allez trouver des choses comme des suicides déguisés, en fait, des suicides, de l'alcoolisme, de la toxicomanie. En fait, si on pousse au bout de la maladie mentale, j'en connais dans mon environnement des gens qui, en bout de cette maladie mentale, on devient fou si on ne règle pas ça. Mais là, notre éducation judéo-chrétienne nous dit qu'il faut réprimer ses bas instincts. On nous a toujours dit ça, il faut réprimer. Est-ce que ça se réprime? Vous autres, tu l'as réprimé avec 10 ans, tu l'as réprimé 22 ans? On envoie, à l'association, on envoie régulièrement des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent leur vie, puis qui préfèrent sacrifier leur sexualité et continuer à vivre dans leur milieu familial parce qu'ils aiment leur femme, parce qu'ils ne veulent pas faire de la peine à leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas détruire le réseau social dans lequel ils ont construit pendant des années. Alors, ils vont accepter... Parce que c'est très difficile aussi d'apprendre à ton milieu, quand tu es marié, père de famille, d'apprendre à ton milieu de travail que tu es homosexuel. Absolument. Généralement, à partir du moment où vous l'apprenez, c'est une coupure presque radicale avec tout votre milieu. Votre milieu social va changer radicalement. Je comprends que ça doit être une décision difficile à prendre. J'ai pas eu de coupure dans mon cas, mais c'est difficile, effectivement. C'est difficile à faire. Dans mon cas, moi, quand je me suis séparé, j'étais obligé de déménager. Alors, on change de milieu, on change d'environnement, on change de voisins, on change de milieu. Mes anciens voisins, je les vois plus, ils communiquent plus avec moi non plus, d'ailleurs. La belle famille, j'en entends jamais parler. C'est ça qui arrive aussi... Lorsque la personne en question prend la décision, mais souvent, il a à faire face à une certaine solitude pendant un certain temps, puis c'est pas facile à assumer. Il est obligé de changer d'amis. La famille, il la voit un peu moins souvent parce que, justement, il a peur des questions, il a peur d'affronter ça. Il change complètement de niveau social. Fait qu'à un moment donné, il tombe dans une solitude qu'il doit faire face et assumer pendant un certain temps, le temps de lui de se remettre premièrement en question, de savoir ce qui s'en va avec ça, et puis de se resituer face à toute la société par rapport à ça. C'est une grosse affaire à faire. Il y a aussi le fait que tu n'es pas sûr. Moi, j'étais pas sûr de moi. J'étais vraiment pas sûr de moi. Parce que moi, je suis retourné, j'ai ressorti avec une femme après 2 ans d'une relation soutenue avec un homme. C'est que
toute cette période-là, j'étais vraiment pas sûr de moi. Fait que, étant donné que j'étais pas sûr de moi, comment je pouvais m'attendre à ce que ma famille, mes amis, mon environnement de travail soit sûr de moi? C'est toute cette période-là qui Pierre dit, à un moment donné, il dit j'ai pris 30 ans à m'accepter, je vous demande pas de m'accepter tout de suite. Pendant ces années-là que vous avez été mariés, qu'est-ce que c'était le plus difficile? Le mensonge, qu'est-ce qui était le plus difficile? De ne pas savoir qui vous étiez? De vivre comme si on était quelqu'un d'autre. Voilà. De vivre en dehors. C'est de l'aliénation. Surtout les dernières années, c'était ça. Et il faut penser à toute l'énergie que ça nous prend à se défendre, de pas que ça paraisse qu'on est intéressé par un bonhomme qui est dans un milieu de travail ou dans le transport en commun, de se défendre continuellement, de jouer à ne pas être vu. Alors, quand vous sortez du placard, vous dites « je suis comme ça et maintenant, voici, c'est ça, je suis comme ça », il n'y a plus cette défense-là, c'est une libération. On dit « coudonc, j'ai pas voulu, mais c'est ça. Alors, j'y fais face, puis je vis comme ça maintenant. » Moi, j'ai toujours rêvé d'une expérience, moi. J'aimerais ça prendre 10 couples hétérosexuels qui ont des enfants, puis leur demander pendant 3 mois de temps de continuer à se promener, rencontrer les gens, voyager, mais de mettre toute leur énergie à ce que personne ne puisse savoir qu'ils ont des enfants. Et je suis convaincu, j'ai déjà discuté ça avec des hétérosexuels, je suis convaincu qu'après une semaine dans la maison, on chicanerait. Après ça, les enfants commenceraient à recevoir des claques. 3 semaines plus tard, il commencerait à y avoir. Probablement, la mère commencerait à sortir. Les gens commenceraient à boire. À un moment donné, je suis convaincu qu'on tomberait dans la dépression. Ou comme demander à un musicien, pendant 3 mois. Est-ce que vos femmes vous ont demandé de rester? Ou est-ce qu'elles ont été horrifiées? Elle t'a demandé de rester? Dans mon cas, oui, à un certain moment donné. Pas tout de suite, à un moment donné, on s'était dit, bon, on va rester 1 an. Après ça, bon, il faudrait faire quelque chose, il faudrait que tu partes. Mais à un moment donné, dans le temps, c'est revenu de dire, bon, mais écoute, c'est difficile d'élever un enfant, etc. Bon, j'aimerais que tu reviennes. Est-ce que, André? Non, c'était un petit peu différent. C'est mon épouse qui, après 15 ans de mariage, a décidé de remettre en question le mariage. Et c'est suite à ça que là, j'ai décidé d'assumer mon homosexualité. Je ne me remballe pas dans autre chose maintenant que je m'en suis sorti. Évidemment, ça a créé beaucoup de difficultés, mais elle réclamait finalement les mêmes privilèges, les mêmes droits qu'on a entendu tout à l'heure. Elle voulait vivre sa vie, elle voulait s'assumer. Et après un cheminement personnel qui a duré pendant plusieurs mois, même plusieurs années, elle s'est rendue compte que la vie de mariage, comme on se l'était imposé, ne correspondait pas à ses besoins, à ses aspirations, à ce qu'elle aurait souhaité. Alors c'est elle qui a demandé. Et c'est elle qui... évidemment, le fait que je sois homosexuel, qu'elle le sache, emmenait un peu plus de tension, emmenait des doutes et... Il semble, là, à première vue, que c'est très douloureux pour les femmes. Parce que les femmes, comme dit Lise, je saurais comment, si tu avais une blonde, je saurais, bon, elle est plus belle, elle est plus jeune, elle est plus nouvelle. Tandis qu'avec un homme, j'ai pas d'armes. Oui, ils remettent en question leur propre féminité. Ils se demandent comment ça se fait, moi, que c'est un homosexuel qui m'aime. Je suis pas capable de séduire un homme normal. Ils se remettent en question, ils se mettent en doute. C'est très pénible pour eux. Ça se comprend? Ah ben oui, je pense que Est-ce que vous êtes restés amis avec vos femmes? Oui. Moi, je pense qu'il y a une autre chose. C'est toute l'éducation féminine qui est à repenser à ce sujet-là. Moi, je me demande pourquoi que si jeune, on nous... Comment je dirais ça? On nous met dans l'idée qu'on peut rester en liaison avec une personne toute une vie. Parce qu'on change dans la vie. Tout change. Et soi-même, on se connaît pas. On se connaît très mal comme être humain. Et on change. Et je ne sais pas pourquoi qu'il faudrait partir de l'idée que les rapports qu'on a avec quelqu'un doivent être éternels, doivent être pour la vie. Ben, ça a été implanté, cette idée-là, quand on vivait jusqu'à 40 ans. Oui, et alors, un mariage durait, bon... Je pense qu'il ne faut pas le prendre avec facilité. Je pense qu'il faut mettre toute l'énergie pour essayer d'éloigner le temps. Mais je pense à partir du moment où 2 êtres humains qui sont ensemble ne s'épanouissent plus l'un l'autre, ne se supportent plus l'un l'autre, sont plus capables, par l'amour, de pouvoir développer quelque chose, je pense qu'il faut qu'ils redeviennent des êtres libres. Est-ce qu'on peut dire que ça ne se guérit pas, l'homosexualité, puisque vous avez essayé de vous en guérir par le mariage? En thérapie, ça n'a rien dit. La thérapie non plus. Je connais des bonhommes qui ont des injections, là, comment on faisait dans les hormones. Les hormones mâles, la psychiatrie, il n'y a rien à faire. Ça a été mon cas. Moi aussi, j'ai eu une thérapie
Bon, j'ai pas peur des mots. Psychiatre, psychologue, puis une croissance personnelle, et puis... Tu voulais vraiment, s'il y avait eu un remède, tu aurais voulu guérir. Ben oui. Et qui voudrait... Je veux dire, le fait d'être une minorité, d'être dans un groupe minoritaire, parce que... Qui voudrait être dans un groupe minoritaire? Savez-vous pourquoi je suis là? Faut venir manger mon gâteau. J'ai-tu été assez tranquille? Elle a été très tranquille. Elle a été très tranquille. C'est vrai. Alors, remplacer toutes les fois que je fais du gros trou puis qu'elle dit, là, franchement, je trouve pas que tu n'as mis un peu à ça. Vendredi prochain, et ça a été la dernière des dramatiques de cette année. Mais vendredi prochain, soyez quand même à 9h à Radio-Québec parce qu'il y aura 5 autres histoires d'amour, celle de l'année passée. C'est ça. D'accord? Ce qui serait le fun, là, c'est d'avoir 5 femmes qui ont été mariées à des homosexuels. C'est une très bonne idée. Ça fait que, écrivez-nous donc, parce que, je veux dire, ça se trouve pas, hein? C'est pas écrit dans le front, ça se trouve pas au départ. Une vie sexuelle excellente, est-ce que c'est possible quand l'autre partenaire, au fond, n'est pas vraiment consentant? Et dans les gens qui ont des relations sexuelles à 14 ou 15 ans, comment est-ce qu'il y en a qui sont vraiment consentants? Et que c'est pas une pression de l'autre, hein? Si tu couches pas avec moi, ben c'est parce que tu m'aimes pas, c'est parce qu'on... Mais c'est quoi respecter la liberté de l'autre? C'est quoi avoir une relation sexuelle épanouissante à ce moment-là? On leur joue des tours. On ment aux jeunes si on laisse entendre qu'ils vont être heureux dans des situations pareilles. Puis ensuite, les contraceptifs, c'est un deuxième niveau de responsabilité humaine et éthique, pourquoi pas, de prendre des contraceptifs. Ça n'a pas d'allure se retirer pour c'est pas de l'amour, ni pour la fille, ni pour le gars. Ça peut pas être épanouissant. Bon, mais il me semble qu'il faut être clair là-dessus. Puis quelqu'un qui veut devenir responsable, il doit avoir comme cette deuxième règle-là, au fond, éthique. Ben, si ça implique de pas avoir de relations sexuelles à 14 ans, ben tu n'as pas à 14 ans. Sans ça, t'es pas sérieux, t'es pas responsable. C'est pas facile, la sexualité, à vivre. Alors, faut pas faire comme si c'était facile, la sexualité. La sexualité, j'allais dire, c'est des instincts. Bon, l'instinct, c'est peut-être négatif. Mais la sexualité, c'est une force en nous, mais un peu une force sauvage, qui peut aussi bien nous aliéner qu'aider à notre promotion. Alors, c'est important aussi d'amener les jeunes à intégrer leur sexualité pour pas dire quand on a une pulsion, il faut la satisfaire, ou en se masturbant, ou en prenant le premier partenaire qui est devant nous. On ne sera jamais heureux. On ne sera jamais heureux à 40 ans, ni à 5 ans, ni marié, ni avec un couple stable. Ce sera sûrement le sujet d'une prochaine émission, et l'amour dans tout ça. Merci, M. Durand. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Merci, M. Sanson. Je vous remercie à vous tous d'être venus au point hier soir et ce soir. Bonsoir. À lundi. Un vieil édifice en une usine de création pour créateurs de tout acabit. Il s'agit donc d'un lieu où on peut soit suivre des cours ou encore, si on est artiste, louer à peu de frais un local pour travailler son art. Le principe sur lequel repose la gestion de l'entreprise est complètement différent de tout ce qui existe présentement à Montréal et sans doute au Québec. Des cours de peinture, de mime et de danse s'y donnent. Des concepteurs de meubles, des photographes, menuisiers, orfèvres et musiciens s'y retrouvent. L'usine devient vraiment un centre de création. Et le plus remarquable est que l'usine s'est créée à partir de la volonté de quelques artistes et n'a bénéficié d'aucune subvention. À fouiller les routes du centre-ville de la métropole, la vocation des quartiers que l'on traverse ne saute pas automatiquement aux yeux. Rue Mont-Royal, 77 numéros à l'ouest de Saint-Laurent. Et pendant que l'on démarre dans le quartier centre-sud un incubateur d'entreprises, comme les aime le nouveau maire de Montréal, le Bancroft Building a rejeté vers le nord de la ville les manufactures de fourrure qu'il abritait depuis 20 ans. Et loge maintenant depuis 2 ans un incubateur culturel, l'usine. Et ça marche. À l'oreille, le groupe Les Taches ont envahi les lieux. Les sonorités de ces finalistes du concours Rock en vol se sont déjà envolées vers la France. Mais prédestinés à faire tâche, ils occupent 6 des 9 locaux existants et les rendent disponibles aux artistes qui cherchent de l'espace. Maxime Cocotte, à l'origine de l'usine de création Acmé, en compagnie d'Alain Caron, ont vu leur projet rangé par le ministère des Affaires culturelles dans la catégorie des centres de loisirs. Rangement commode pour ne pas avoir à accorder de subventions. Décidément, les 300 personnes qui y circulent chaque semaine verront seules à développer en art de nouvelles lettres de noblesse. Ce seront elles, et uniquement elles, qui verront à créer leur propre job. Disons que oui, il y a des gens qui sont ouverts à de nouvelles approches ou à d'autres
source d'écoute, si tu veux, à cause du mélange, parce qu'ici, il y a passé des Africains, il y a passé, nommé d'à peu près toutes les races qu'il peut y avoir à Montréal, puis de couches sociales aussi, puis de différents tripes. Tu peux avoir aussi bien le danseur qui était chez Béjart pendant 6 ans, qui se retrouve à jaser avec des punks, puis bon, fait que tout ce mélange-là amène la tête à vous, à un moment donné, là, ça rouvre tout d'un coup, puis le vent rentre. Le collectif Twistar aura eu toute la deuxième partie de février l'occasion de mesurer leurs expériences sur la scène des Faux-Founes électriques. Pour eux, comme pour Daniel et sa camarade de répétition, et pour une vingtaine de groupes et compagnies, les événements bénéfices, quand ce ne sont pas des travaux personnels pour l'amélioration des studios, permettent de maintenir un climat stimulant de création au coût le plus bas possible. Oh, ben, moi, aujourd'hui, il a fallu que je fasse de la peinture dans la pièce d'administration. Je fais des petits travaux, là. Le nombre d'heures que je loue ici, ben, je le dois en travail pour les îles. Petit pas à petit pas, cette expérience unique se maintient à flot. Cette ancienne manufacture, le Bancroft Building, trace à sa manière l'histoire des bouleversements économiques du centre-ville. Je l'avais acheté il y a 6 ans de ça. C'était tout industriel, textile principalement. Et puis les mauvaises années qu'on a traversées, les 2 dernières années, il y en a qui sont partis en faillite, il y en a qui ont simplement fermé. Et puis j'étais approché au début par Acme, Acme, Madame Lévesque et Monsieur Caron. Ils m'ont loué d'abord un local, plutôt un demi-étage, pour faire leur activité artistique. Et puis ça marchait très bien au début. Effectivement, il y avait des créateurs, puis après ils se sont étendus, ils m'ont pris le 2e, 3e, 4e, même 5e locaux. Et puis évidemment, dernièrement, ça tire un peu pour payer le loyer parce qu'ils en ont trop là, mais en général, ils se débrouillent, je crois. Enfin... J'aurais presque envie de demander comment vous faites pour survivre, là. On s'amuse. Je pense que c'est la meilleure manière d'envisager la chose, vu qu'on n'a pas de gain pécunier comme tel. On profite de ce que l'usine nous apporte aussi. Dans le sens que nous, on est des artistes, comme tu disais tantôt, puis si on aurait à payer tout ce dont on se sert ici, ça nous coûterait vraiment cher. Mais en dehors de ça, vous vous amusez, est-ce que ça fait tomber de l'argent, ça? Oui, je dirais que oui. Ça commence, en tout cas, cette année, ça commence à tomber, comme tu dis. Ça rentre, là. Ça commence à rentrer, là. On est dans le grand espace, tout le monde! On le sait, qu'est-ce que c'est, hein, les problèmes financiers dans le domaine artistique. On en parle beaucoup de ce temps-là, les artistes qui veulent se faire reconnaître, le mouvement de l'Union des artistes qui presse le ministre des Affaires culturelles, la ministre des Affaires culturelles, à vouloir reconnaître le statut de l'artiste, tout ça. Puis on profite de cette période pour évoquer le mécénat qui a toujours existé, etc. La culture, c'est important, c'est aussi essentiel que les soins hospitaliers et autres. Au ministère des Affaires culturelles, en tout cas, on ne vous reconnaît aucun statut. Comment vous réagissez à ça? C'est parce que ce qu'on fait, c'est nouveau. Ça n'existe pas vraiment. Alors, il n'y a pas de programme véritablement établi pour aider les organismes comme le nôtre. Moi, par exemple, j'ai eu des ateliers à Montréal, des ateliers de mime pendant presque 20 ans. C'était pas possible d'arriver. C'était impossible. Il faut louer des locaux, il faut payer des frais, il faut payer tout ça.
Puis alors, ça fait augmenter toujours les coûts. Puis les gens qui viennent nous voir sont des jeunes, des étudiants, ils n'ont pas d'argent. Alors, on ne peut pas les égorger. On leur demande un strict minimum pour essayer d'arriver. Les artistes qui travaillent là-dedans, qui sont des professionnels, ne peuvent même pas se faire un salaire. C'est presque du mécénat de la part de l'artiste de le faire. Et tandis qu'un endroit comme ici, je trouve, quand tout le monde se donne la main comme ça à l'usine, on peut arriver à faire réduire les coûts, puis travailler, puis faire quelque chose. En nous ouvrant sa porte, Stéphane Poulain nous a griffonné sur le coin d'un clavier ce clin d'œil aux 3 autres membres du groupe Girafe occupés à autre chose. L'art d'être un quatuor à lui tout seul. Mais merci pour nous. À l'usine, on n'enfonce pas que des portes ouvertes. L'art risquerait-elle même de faire ménage avec l'industrie? Bonjour, je sais que l'usine, c'est un lieu de création, mais info-innovation, ça vient faire quoi dans le décor? Info-innovation. Ici, c'est un lieu d'invention. Ah, c'est intéressant, je peux entrer? On préférait pas. Pourquoi? Disons qu'on tient à garder ça secret un peu, parce que c'est des inventions qui... c'est tout à fait nouveau. Nous, on fait du recyclage dans le domaine de la bureautique et de l'informatique. Puis ça commence à déranger un petit peu les gens. On préférait que ça reste mystique un peu. Les tâches, elles, n'ont rien de mystique. Elles collent et sont là pour rester. C'est que d'autres groupes s'y sont associés. D'aucuns sont repartis ayant bien répété, rock et belles oreilles, les premiers ébats du festival Juste pour rire, et il y aura encore bien des ateliers. Des succès, des déceptions et pas mal de réflexions sur la fragilité de l'entreprise. Scénario d'opérette, Yolande Guérard est passé de l'usine au Centre culturel canadien à Paris. Opérette, oui, à condition de choisir celle dont le scénario finit bien. Maxine et Alain, en terminant, je sais que l'usine en France, qui est un peu le pendant de celle de la québécoise, la rue Mont-Royal, est fermée maintenant. Est-ce que l'usine à Montréal va rester ouverte? Oui, je pense que oui. Elle va rester ouverte. De toute façon, comme on disait tantôt, si on a tenu depuis 3 ans en autofinancement, déjà, je trouve que c'est un... Dans le milieu de la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire dans un certain sens. Alors, je pense qu'on a suffisamment d'imagination et il y a moyen, nous on dit qu'on est là pour rester. Et ça, on peut parler des tâches à ce moment-là. Je pense que l'usine est là pour durer. À moins qu'on veuille nous étouffer, carrément. Ils travaillent fort, ces gens-là. Vous êtes à l'aise avec cette nouvelle situation-là? Ben, je dirais, il y a des avantages et des inconvénients, comme partout, hein. On ne peut pas tout avoir. Hein. Sont justement celles qui donnent à l'homme sa spécificité, celles qui le rendent fondamentalement différent de ses lointains ancêtres, les animaux primitifs. Cette semaine, un examen général de notre corps, ce grand virtuose. Dernière émission de la série Corps vivant, mardi 19h30.